L'obligation de motivation est une composante importante de l'équité procédurale. Lorsqu'un organisme administratif, en l'occurrence ici le conseil de la ville, plutôt du village de La Fontaine, ne fournit pas les motifs de refus, eh bien la Cour suprême conclut que la municipalité a de ce fait manqué à son obligation d'agir équitablement et la Cour rappelle l'importance de la motivation dans la décision administrative. Cinq critères principaux sont retenus pour déterminer l'étendue et la portée de l'obligation de motivation. Premièrement, la nature de la décision recherchée et le processus suivi. Deuxièmement, la nature du régime législatif. Troisièmement, l'importance de la décision pour celui ou celle qui la recherche. Quatrièmement, les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision. Et finalement, la nature du respect ou de la déférence due à l'organisme relativement aux questions qui lui sont soumises. Sur quoi repose cette obligation de motivation de la décision administrative? Entre autres, sur la préoccupation de réduire le risque de décision arbitraire ou abusive, cette volonté d'entretenir la confiance des citoyens envers les agents de l'État et de favoriser la transparence et l'équité du processus décisionnel. Dans la décision de Mers, la Cour conclut que les dispositions qui obligent un accusé à comparaître devant la commission d'examen pour une période indéfinie sont inconstitutionnelles car elles ne satisfont pas au volet de l'atteinte minimale de l'analyse fondée sur l'article 1er de la Charte. Les accusés inaptes de façon permanente, qui ne représentent pas un risque important pour la sécurité du public, ne sont pas ici traités de manière équitable. La Cour analyse le rôle respectif des commissions d'examen et des tribunaux judiciaires pour conclure que le mode d'organisation et le mode décisionnel de la commission d'examen fait en sorte que l'accusé ne peut jamais être correctement évalué puisque les ordonnances n'ont pas le caractère exécutoire qui est ressorti normalement aux tribunaux judiciaires. Ainsi, le pouvoir de redressement exercé par la Cour fait en sorte que les modifications déjà proposées permettraient aux tribunaux d'ordonner la libération inconditionnelle des accusés dont l'inaptitude est permanente et habiliterait le tribunal ou la commission d'examen à ordonner une évaluation psychiatrique s'il ne dispose pas d'une évaluation récente. La Cour suspend la déclaration d'invalidité pour une période de 12 mois. Il est intéressant ici de souligner que la Cour va très loin dans les pouvoirs de redressement et suggère des modifications qui sont d'ailleurs conformes à celles déjà proposées par les parties devant la Cour. La Cour conclut que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique à une décision de la Société canadienne des auteurs lorsque celle-ci examine la définition d'utilisateur dans le contexte des intermédiaires de télécommunications. Deux arrêts ont été rendus en matière de coexistence des recours. Le premier de ces arrêts est l'arrêt Québec procureur général et Québec tribunal des droits de la personne, alors que la question soumise est celle de déterminer qui, du tribunal des droits de la personne ou de la commission des affaires sociales à compétence pour se saisir d'une plainte de discrimination et de refus de prestation à une plaignante enceinte. La Cour rappelle l'importance de préciser l'essence du litige devant une double compétence apparente. La Cour réitère que le tribunal des droits de la personne n'a pas une compétence exclusive pour décider des questions touchant les droits de la personne.
Dans ce cas, le législateur a exprimé son intention claire à l'égard de la compétence exclusive de la Commission des affaires sociales où le régime administratif est complet. Sur la même question de la coexistence des recours, l'arrêt Québec, Commission des droits de la personne et Québec, procureur général, vise cette fois la situation des jeunes enseignants qui se plaignent à la Commission des droits de la personne du caractère discriminatoire de la clause de la convention collective qui viole le droit à l'égalité. La Commission a saisi le tribunal des droits de la personne et les intimés ont demandé au tribunal de décliner compétence au motif que l'arbitre a compétence exclusive à l'égard du litige. Le choix du modèle dépend des dispositions législatives en cause compte tenu de leur application aux différends considérés dans son contexte factuel. Le choix du modèle a été établi selon les principes de l'arrêt Weber qui nous rappelle que nous pouvons être en présence d'une situation de compétence exclusive, de compétence concurrente ou encore de chevauchement des compétences. En chaque cas, il importe d'examiner les dispositions législatives pertinentes. L'arrêt Pritchard rappelle l'application du droit au secret professionnel et rappelle que le dossier de l'instance ne comprend pas l'avis de l'avocat interne et que le fait d'être un salarié d'un organisme ne met pas fin à ce privilège avocat-client. En matière de pouvoir de redressement, l'arrêt Québec Commission des droits de la personne contre la communauté urbaine de Montréal est un exemple d'application. Dans ce cas, le candidat avait été exclu pour non-satisfaction à une norme d'acuité auditive. La Cour a conclu qu'il y avait là discrimination et la mesure appropriée est une déclaration d'inopposabilité assortie d'une conclusion portant que pour l'avenir, la candidature du plaignant doit être examinée sans tenir compte de la perte de capacité auditive, conformément au règlement d'embauche des policiers en vigueur au moment du prononcé du jugement. Le ministre qui refuse l'émission d'un permis en matière d'environnement est-il en conflit d'intérêts? Manque-t-il à l'obligation d'impartialité? La Cour conclut que l'impartialité rattachée à l'action des tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'applique pas à la décision ministérielle d'émettre ou non une ordonnance. En pareil cas, le conflit d'intérêts est inexistant et l'équité procédurale a été entièrement respectée. Le droit administratif se caractérise par son aspect évolutif et jurisprudentiel. Ce bien court résumé, ce survol des récents principes élaborés par la plus haute cour est certainement utile aux praticiennes et aux praticiens du droit qui œuvrent dans ce domaine. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. J'espère que ce document vous a été utile. Merci et à bientôt.